frontières et des capacités de prise en charge de nos structures sanitaires. Ensuite, on dénombre aujourd'hui 211 morts. Et surtout, il y a un chiffre qui devrait inquiéter. Le Sénégal en est aujourd'hui à un taux de létalité de 2%. C'est un taux qui est relativement plus élevé que celui de beaucoup de pays de la sous-région. Au début de la pandémie, on se targuait d'avoir le taux de guérison le plus élevé, mais aujourd'hui, on a un taux de létalité qui est plus élevé que la moyenne des pays de la sous-région. Là, ça devrait inquiéter. Et tout ceci au moment où, avec l'intensification des activités économiques et des déplacements qu'on a vu récemment avec la fièvre des préparatifs de la Tabaski, il est évident que la situation pourrait aller de mal en pis et qu'il va falloir peut-être s'attendre à une propagation encore plus importante de la pandémie. Et donc ça pose problème. Maintenant, par rapport aux stratégies qui ont été adoptées jusque-là, il y a eu dès le début une stratégie qui a consisté à faire attention aux aéroports et aux frontières terrestres pour éviter le maximum de cas importés. Et ensuite, quand la maladie s'est déclarée et qu'il y a eu des cas importés qui ont été enregistrés, les cas suivis ont été automatiquement, les cas contacts ont été automatiquement répertoriés et suivis. Mais maintenant, on assiste depuis quelque temps à une stratégie qui consiste non seulement à ne pas tester tous les cas contacts, on ne prend maintenant que les cas asymptomatiques, je parle sous le contrôle du docteur, et puis ensuite, maintenant, il y a le traitement à domicile qui est privilégié. Donc tout ceci pose vraiment un problème et il m'a semblé, depuis quelque temps, relever un certain nombre de sorties de la part des autorités qui traduisent quand même un aveu d'impuissance. La première sortie, c'est celle du professeur Abdoulaye Bousso. Je l'ai entendu dire qu'en fait, son centre avait des moyens dérisoires et qu'il n'avait que 50 millions de budget devant l'énormité de la tâche qui les attend. Ça, je crois que ça n'incite pas à beaucoup trop d'espoir. Ensuite, j'ai entendu le ministre de la Santé et de l'Action sociale implorer pratiquement les Sénégalais de passer la Tabaski là où ils se trouvent. Et dernièrement, j'ai entendu le président de la République Macky Sall, à l'occasion de son message à la nation, à l'occasion de la fête de la Tabaski, implorer les jeunes de tout faire pour préserver les personnes âgées. Donc on a comme l'impression que l'État et les autorités se rendent à l'évidence et qu'ils se laissent aller à une certaine fatalité, à un aveu d'impuissance devant la situation. Donc tout se dit pour dire que les stratégies qui ont été utilisées jusque-là ont montré leurs limites et que maintenant, bon, écoutez, on risque vraiment d'assister au pire. Abdoulaye Mbow, on a entendu le week-end dernier le chef du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé alerter un peu les États africains du fait qu'ils ont un peu abandonné de tester les cas contacts et que cela pourrait entraîner une résurgence de la maladie en Afrique. Différentes stratégies qui ont été utilisées. Momar vient de dire que le traitement maintenant se fait à domicile. Est-ce que, avec ce relâchement, est-ce que nous n'avons pas des ingrédients pour un pic, pour que cette pandémie puisse aller en hausse? Mais tous les ingrédients sont là pour justement confirmer ce que vous venez de dire. Étant donné que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est pas à sa première alerte depuis plusieurs mois, l'OMS ne cesse de dire, autant pour les pays africains que pour les pays européens ou d'Amérique latine, qu'en réalité, ces pays ne choisissaient pas la bonne direction par rapport à la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on ne cessera de pointer, en tout cas, un doigt accusateur sur les autorités publiques, parce que c'est normal, il leur appartient de prendre les décisions idoines. Mais aujourd'hui, il y a deux solutions qui s'offrent au Sénégal et qui s'offrent au reste du monde. C'est-à-dire, c'est fermer à nouveau ou continuer de s'ouvrir, comme c'est le cas au Sénégal depuis la levée justement du couvre-feu. Est-ce qu'on peut faire marche arrière, étant donné que nous sommes une économie relativement faible, pour ne pas dire très faible, nous sommes un pays sous-développé, nous sommes un pays très pauvre. Et alors, par rapport à la relance économique, quelle est la mesure qu'il doit en prendre? Et je rappelle que le Sénégal n'est pas un îlot isolé du reste du monde. Aujourd'hui, on voit, on sent et on constate une résurgence de la maladie, de la pandémie, pratiquement dans tous les pays où la maladie avait connu justement une décrue.
Si on remonte l'histoire, pourquoi devons-nous insister sur les mesures barrières et principalement la distanciation sociale et le port du masque? Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde a connu des pandémies telles que la grippe espagnole qui a fait en 1918 près de 30 millions de morts, et pour certains historiens même, le monde avait atteint la barre des 100 millions de morts. Mais la distanciation sociale en son temps, alors que nous étions en pleine fin de Première Guerre mondiale, mais les experts médicaux demandaient aux populations de respecter, quoi qu'on puisse dire, la distanciation sociale par rapport justement au niveau de contamination rapide de la grippe espagnole. Et je donne deux exemples pour être plus précis. La ville de Philadelphie en 1918 avait accordé une parade justement contre justement les efforts de guerre aux États-Unis, alors que la ville de Missouri l'avait refusé. Au bout d'une semaine, on a constaté que la ville de Philadelphie avait connu justement une hausse exponentielle de morts comparée justement à la ville de Missouri. Donc par rapport à la pandémie et par rapport à sa gestion, je crois bien que on ne cessera de parler du président, on ne cessera de parler du ministère, on ne cessera de parler des autorités médicales, mais je crois bien que la protection, elle est d'abord individuelle, et individuelle, c'est véritablement aller dans le sens de respecter les mesures barrières, et vous l'aurez constaté, vous, Evelyne, Momar, tout comme Balo, que dans la rue, à Dakar, comme partout ailleurs, les gestes barrières ne sont plus respectés, les gens portent les masques par circonstance, et on ne se lave plus les mains. Mais est-ce que quelque part, c'est pas la faute des autorités qui ont permis ce relâchement et qui, comme si elles ne font que recommander aux populations de porter le masque. Il n'y a rien qui contraint la population à porter le masque. Nous en sommes aux recommandations depuis le début de la pandémie, quoi qu'on puisse dire. C'est vrai que l'autorité... Mais quand les recommandations ne donnent pas l'effet escompté, est-ce qu'il ne faut pas progresser de là? Vous allez dans les marchés, dans beaucoup d'endroits publics, les gens vont à leurs occupations. Oui, effectivement, je crois que c'est là où l'autorité devra se montrer ferme. Autrement dit, la police et la gendarmerie doivent continuer de veiller au grain comme c'était le cas à un moment donné. Il ne faut pas donner l'occasion aux Sénégalais justement de revenir aux vieilles habitudes. Je croyais, moi, tout comme plusieurs millions de Sénégalais, qu'au sortir, en tout cas, de cette pandémie, ou en pleine pandémie, les Sénégalais changeraient de comportement de manière notoire. Mais pour une partie, c'est loin d'être le cas. Mais l'autorité est là, l'autorité doit veiller au grain. Mais quoi qu'on puisse dire, si le président Macky Sall recommandait aux Sénégalais de dîner chaque jour avec du tchéré, c'est combien de Sénégalais qui respecteraient cette directive-là? Je pense que c'est là, c'est l'exemple qui s'y est. Mais là, il appartient à chacun de savoir comment me prémunir. Et comment me prémunir, justement, c'est porter le masque, c'est respecter la distanciation sociale, mais également se continuer de se laver les mains, parce qu'on voit la maladie ressurgir en Espagne, au Portugal, en France et un peu partout à travers le monde. Donc le Sénégal ne peut pas être également un pays qui va connaître une décrue compte tenu justement de ce relâchement constaté depuis la levée du couvre-feu. Mais pourquoi les différentes stratégies déclinées n'ont pas eu l'effet escompté? Enfin, il y a plusieurs facteurs, pour ne pas dire plusieurs aussi concours de circonstances, parce qu'au départ, vous parliez tout à l'heure de sanctions. Donc on avait constaté une application à géométrie variable donc, de ces sanctions. Donc on a vu aussi que ça et là, que ce qui devait être fait donc, en amont a été fait plus ou moins en aval. Et je pourrais m'expliquer de différentes sortes, parce que d'abord la question a été une question d'état-major, on l'a tout le temps décrié. C'était un problème communautaire qui recommandait une approche inclusive et participative. Ça veut dire qu'à l'entame, tous les acteurs de la santé n'ont pas été associés Absolument. à la lutte. Nous constituons la première force syndicale, la première alliance syndicale. Nous ne sommes associés ni donc, à la gestion au niveau central, ni au niveau périphérique. Et ça pose problème. Et d'ailleurs, on l'a même décrit quand on a présenté le premier plan de contingence. Nous avions dit que nous avions notre mot à dire parce que nous sommes sur le terrain. Bon, ça ne nous a pas empêché en tant qu'organisation syndicale à chaque fois, parce qu'à chaque mois, on a sorti une déclaration. Et d'ailleurs, si vous révisitez notre déclaration du 17 avril, on avait dit, en son temps, on était à 330 cas. Il n'y avait pas de cas de mortalité. On avait dit que si on devait attendre le millième cas, ce serait déjà trop tard. Le millième cas, si on attendait le millième cas pour intensifier la guerre, parce qu'il s'agissait d'une guerre, ce serait donc trop tard. Et aujourd'hui, quand on a atteint 1000 cas, il n'y a pas 2 ou 3 semaines, on en est déjà à 10 000 et quelques cas. Donc ça signifie quoi? Qu'on devait retourner donc aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est, disons, la perspective communautaire, parce que c'est une maladie
en fait, qui plus ou moins n'a peut-être pas grand-chose de médical. C'est des problèmes de comportement, c'est des problèmes d'approche. D'autant plus que les médecins ont échoué parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement, encore moins un vaccin. Et c'est le masque, c'est la distanciation sociale, etc. Et donc, on doit retourner aux fondamentaux. Maintenant, quid des tests, parce que si on testait... Avant de venir au test, je voudrais que vous arrêtiez sur la perspective communautaire. On en entend parler. Certains même sortent des vidéos pour un peu singer cette transmission communautaire. C'est quoi exactement? Bon, la perspective communautaire, elle ne se décrète pas. Donc, elle se sécrète. C'est au niveau de la communauté que les gens doivent prendre conscience donc, de la maladie. Donc, une responsabilité individuelle individuelle et collective. Non seulement c'est les comportements, mais aussi il y a même une question de prise en charge communautaire. Parce que ce n'est pas seulement donc, la prévention aujourd'hui qui est de mise au niveau communautaire, mais étant donné que les hôpitaux sont saturés et que la perspective, comme je l'ai dit, hôtelière n'est plus de mise, il s'agit de prendre en charge les malades à domicile. Et de ce point de vue, si on écarte les cas asymptomatiques, encore que ces cas asymptomatiques aussi sont des vecteurs aussi de maladie. Donc ça pose problème. Maintenant, les cas donc, qui dit par exemple symptomatiques qu'on doit traiter à domicile parce qu'ils n'ont pas de comorbidité, ça aussi c'est un risque donc d'aggravation avec donc ceux qui sont là et qui présentent aussi donc d'autres pathologies donc chroniques, les personnes âgées, etc. C'est un risque réel. Et qui vivent avec Maintenant, si on doit aussi prendre en charge dans la communauté, il faudrait que les instruments tels que les ordinogrammes. Parce que, par exemple, pour le palu, pour les autres maladies, les infirmiers chefs de poste qui sont à la base, comme ceux qui sont dans les cases de santé, savent qu'il y a des ordinogrammes qui vous permettent de dire si vous avez tel signe, voilà tel ce que vous devez faire, voilà tel médicament que vous devez employer. Ça, c'est une question fondamentale. Maintenant, ceux qui sont chargés de faire les visites à domicile, il est question non seulement de les sensibiliser, mais aussi de les protéger, de les mobiliser. Et voyez-vous, quand on parle de développement communautaire, nous avons vu le ministre en charge du développement communautaire. Parce que là aussi, je peux revenir un peu en arrière, parce que quand il s'est agi de la création de cette direction générale de l'action sociale, nous avions dit en son temps à madame, au professeur Eva-Marie Corsec, que le développement communautaire devait venir ici à la direction générale de l'action sociale. C'est ça qui constitue un remembrement de l'action sociale. Parce que le développement communautaire, c'est un instrument. Et maintenant, si le ministre en charge du développement communautaire règle la question, disons, de la résilience économique en donnant des kits, nous pensons qu'il n'y a pas mieux indiqué que ces agents de santé communautaire qui n'ont rien, qui ne travaillent que bénévolement, et ces relais-là, il n'y a pas plus indiqué que ces personnes pour non seulement disposer de kits alimentaires et de kits d'hygiène, et aussi de protection. Parce que ce sont ces personnes-là qui font les visites à domicile. Est-ce qu'à ce jour, une personne qui présente des signes, soit de grippe ou de Covid, cette personne qui se rend dans une structure de santé, est-ce que le médecin est capable de lui faire un test de dépistage Covid? Est-ce que les hôpitaux ont les moyens de faire à leur niveau des tests de dépistage? On avait demandé donc la décentralisation de ces tests pour pouvoir les massifier. Il y a 5 zones qui ont été donc envisagées pour faire le dépistage. Donc ce n'est pas un dépistage tous azimuts. Nous avions demandé à ce que non seulement chaque région dispose donc de ce dispositif, mais qu'il y ait aussi des unités mobiles. Ça permettrait donc de faciliter et non seulement ces tests-là, mais d'avoir les résultats à temps opportun, parce que la question fondamentale de la Covid, c'est que c'est le test qui confirme donc la maladie, mais en cas de guérison aussi, c'est le test qui le confirme. Donc le test est devenu une activité incontournable. Et de ce point de vue, on ne peut pas se passer de tests. Il faut qu'il y ait cette rapidité de tests, parce qu'au départ, c'était des tests, disons, dits virologiques, mais on devait même aller vers des tests sérologiques. Et ça permettrait donc, comme la glycémie, etc., d'aller donc plus rapidement. Donc oui. C'est une question fondamentale, la question des moyens qui doivent être décentralisés et pour tout le monde, et la question de la formation et de la protection. Alors, moment, si les cas symptomatiques sont mis à l'écart, de même que les cas contacts, est-ce que cela ne biaise pas quelque part les statistiques du Sénégal? Mais bien évidemment. De toutes les façons, on est très dubitatif par rapport aux chiffres qui sont délivrés tous les jours. À partir du moment où le Sénégal a pris l'option de ne pas aller vers les tests massifs, parce que également ça coûte cher, écoutez, on n'a jamais peut-être la réalité des chiffres. Mais c'est seuls les tests qui sont pris en compte, etc. Donc c'est très relatif. Maintenant, moi, je voudrais, surtout pour la stratégie, insister sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que c'est la Constitution qui confère à l'État du Sénégal l'usage légal de la force.
Or, aujourd'hui, si la persuasion n'a pas fonctionné jusque-là, la sensibilisation, il va falloir faire appel à la contrainte. Et il y a une mesure barrière que tout le monde reconnaît comme éminemment efficace pour faire barrage à la propagation de la maladie, c'est le port du masque, le port systématique. Mais on entend quelque part également des gens dire que le coût du masque est un peu élevé, 300 francs, 500, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais écoutez, il y a des masques quand même qui sont vendus dans les officines, dans les pharmacies, mais il y a des masques également qui sont vendus et qui sont de fabrication locale. Je crois qu'il est très rare d'ailleurs de voir un Sénégalais qui n'a pas par devers lui son masque, quelle qu'en soit la qualité. C'est qu'il prend souvent la propension de ne pas le mettre, de l'accrocher peut-être au niveau de ses nez, etc. Ou sous le menton. Et ça pose problème. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps le ministère de l'Intérieur dire que le port du masque devait être obligatoire, notamment dans les lieux publics. Or, il suffisait tout simplement du centre du républicain-là de se promener dans certains endroits. Moi, j'ai été choqué et sidéré par la scène que j'ai vue le jour de la Tabaski dans un glacier sur la corniche, qui avait été pris d'assaut par vraiment les populations et sans respect aucun des mesures barrières, et notamment le port du masque. Et Dieu sait qu'à quelques encablures, il y avait des policiers qui étaient là en faction et qui n'avaient pas trouvé la peine d'aller interpeller le tenancier du glacier et également les populations elles-mêmes pour les amener à porter leur masque. À partir de ce moment-là, il y a un problème. Je crois qu'il y a des mesures barrières que chacun de nous peut cultiver, soit à domicile, avec le lavage systématique des mains, dans des entreprises, avec des dispositifs de lavage des mains, de gel alcoolique qui est mis en place, le thermoflash que l'on utilise. Mais quand même, dans la voie publique et dans les lieux publics, on fait appel quand même à l'autorité de l'État pour faire respecter une mesure très efficace comme le port systématique du masque. C'est à ce niveau-là que l'État est interpellé. Je crois qu'il va falloir que l'État aille dans cette direction parce que c'est ce qui nous permettra de nous en sortir. Maintenant, l'approche communautaire, depuis le temps qu'on en parle, on se demande où est l'efficacité. Tout le monde a dit qu'il fallait accès à la communication sur l'aspect communautaire, etc. Ça ne fonctionnera plus parce que c'était valable tant qu'il s'agissait de faire dans la sensibilisation pour freiner la propagation de la maladie. Maintenant que la maladie est là, je l'ai déjà dit ici, il va falloir créer un électrochoc chez les populations. La seule fois où les Sénégalais ont eu peur et ont cultivé scrupuleusement les gestes barrières, c'était au début de la pandémie, avec le flux d'images qui nous parvenait de l'Europe, avec des milliers de morts et des patients qui étaient pris en salle de réanimation. Ça avait créé un électrochoc, une onde de choc chez les Sénégalais et la peur de la maladie. À partir de ce moment-là, tout le monde s'était prévenu. Mais il va falloir qu'on en vienne à ces images-là. Moi, je pense que c'est ce qui fonctionnera. Parce que jusqu'à présent, il y a des Sénégalais qui ne croient pas à la réalité de la maladie. Il y en a d'autres qui ne croient pas à la dangerosité de la maladie. Eh bien, il faut, en masquant peut-être des visages, montrer les patients qui souffrent au niveau des structures de réanimation pour que les Sénégalais soient conscients de la réalité de la maladie et fassent attention. Abdoulaye Ndoye, pourquoi les cas de mort qu'on a enregistrés au Sénégal d'illustres personnalités qui sont parties à cause de la maladie à coronavirus, pourquoi cela n'a pas créé cet électrochoc au sein de la population? Est-ce que c'est parce qu'on s'est un peu accommodé avec la mort ou c'est parce que l'État a privilégié la lutte contre le coronavirus que la relance, l'État a privilégié plutôt la relance économique que la lutte contre le coronavirus? Je crois bien que c'est les deux à la fois. Et les Sénégalais, dans leur large majorité, ont fini justement de désacraliser justement cette pandémie. Certains te diront que l'hivernage est déjà là. Maintenant, avec la pluie, il n'y a plus de virus. Donc, c'est une croyance populaire aujourd'hui qui a gagné pas mal justement de cercles au Sénégal. Mais je crois bien que Momar, lorsqu'il parle de l'approche communautaire aujourd'hui, si on avait travaillé vaillamment par rapport à une stratégie d'approche communautaire, en y associant les travailleurs sociaux, en y associant les médecins spécialistes en santé publique, en y associant bien sûr d'autres figures, et en tout cas proches de la communauté, je crois bien que ça pourrait, à mon avis, à mon sens, justement créer justement cet électrochoc qui pourrait permettre justement à certains Sénégalais de mieux comprendre les enjeux de la maladie. On parle de mort, mais on le sait pertinemment
pertinemment, dans le discours ou dans le communiqué officiel du ministère de la Santé, on ne cite pas de nom, on ne fait pas allusion à telle personne atteinte de coronavirus et emportée par la pandémie. Mais quoi qu'on puisse dire, il faudra impérativement que les Sénégalais qui suivent l'actualité internationale puissent savoir que les alertes de l'OMS sont des alertes réelles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas moins de 18 millions de personnes qui ont été atteintes par la pandémie suite au dernier comptage fait par l'agence France Presse. C'est des millions de morts. En Russie, au Brésil, aux États-Unis, par jour, c'est plus de... Au Sénégal, on ne donne plus l'identité des personnes décédées du coronavirus, mais l'information arrive à fuiter. Effectivement, voilà. L'information arrive à fuiter, mais en fait, c'est un sujet de débat autour d'une partie de terre entre des amis. Ah, telle personne est décédée de coronavirus. Ah, également l'autre personne. C'est vous dire à quel niveau, justement, et même la mort, par rapport, justement... est banalisé et parce que ces personnes auront été emportées par le coronavirus. Je crois bien qu'aujourd'hui, la seule chose à faire, on ne peut plus faire marche arrière compte tenu du dernier discours du président de la République. Relance économique oblige. Mais je crois bien qu'il est important et qu'il est urgent que l'autorité puisse user du bâton, je dis bien user du bâton de manière formelle pour pousser justement les Sénégalais à respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, même certaines grandes surfaces qui au départ justement obligeaient les clients à faire la queue à justement se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, à porter systématiquement de masques. Aujourd'hui, il y a certaines mêmes grandes surfaces qui ne les respectent plus. Les clients entrent et sortent comme ils veulent. Dans les marchés, c'est carrément le bordel, excusez-moi du terme. Mais aujourd'hui, il faudrait que le ministre de la Santé reprenne la parole et qu'il puisse parler directement justement aux Sénégalais. Il faudrait impérativement que le président de la République ne soit pas un président isolé de son peuple et qu'il puisse à nouveau reprendre la parole pour lancer encore un message beaucoup plus fort que par rapport justement au dernier vœu de la Tabaski qui n'aura même pas duré 2 minutes, en justement disant qu'aujourd'hui le virus ne peut pas nous empêcher mais nous demandons, etc. Non, il est impératif que le président par rapport justement au niveau de contamination actuelle, au niveau de létalité, par rapport au niveau de létalité, par rapport à tout, que le président puisse reprendre la parole et faire un discours solennel à la nation afin de demander aux Sénégalais d'aller dans le sens de respecter les mesures barrières. Sinon, justement, nous serons obligés de recourir à nouveau justement à l'instauration d'un couvre-feu. Peut-être que ça pourra être un déclic par rapport au comportement constaté. Voilà, c'est ainsi que nous refermons la première partie de ce grand rendez-vous d'information. Nous reviendrons certainement avec vous dans la deuxième partie parce que nous allons commenter une actualité concernant la lutte contre le coronavirus. Et c'est donc parti pour l'actu commentée. L'actu commentée que nous démarrons avec la levée du corps ce matin de Mansour Kama à l'hôpital principal. Le patron de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, s'est éteint hier dimanche. La morgue de l'hôpital principal a donc refusé du monde, des amis, des parents, des collaborateurs venus l'accompagner. Ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du défunt. D'ailleurs, nous revenons sur le témoignage de Racine Sy, le président directeur général du King Fahd Palace. Il a été un des apôtres de la préférence nationale. Il a toujours défendu le secteur privé national en tout lieu et en toutes circonstances. Pour nous, c'était un ami et un frère. C'est pour ça que nous avons tenu à être là pour marquer de notre présence tout l'attachement que nous avions pour sa personne. Comment présenter nos condoléances au nom de l'Institut de prévoyance retraite, l'IPRES, où, comme vous le savez, à travers ses organes délibérants, le président Mansour Kama également nous a toujours entourés de ses conseils et véritablement de ses orientations dans le cadre du fonctionnement de nos institutions. Momar, ces derniers jours, nous n'avons pas perdu des champions de l'entreprise. Ce n'est pas seulement Mansour Kama, je pense également au directeur général de Khelcom Bach et Babacar Touré également, d'autres personnalités, des champions de l'entreprise, des champions économiques qu'on a perdus pendant qu'on parle de relance économique. Peut-on être rassuré quant à la relève? C'est vrai que c'est une série noire à laquelle on assiste depuis quelque temps, pourvu que ça s'arrête. Parce que quand même c'est de très grosses pertes.
Pour en revenir à celle de Mansour Kama, moi je l'ai connu auprès de feu Amadou Lamine, le défunt président de la Chambre de commerce, avec lequel il était très proche. D'ailleurs, je me souviens comme si c'était hier des obsèques de Lamine, où Mansour Kama, en tant qu'ami et proche, était vraiment à la première ligne, aux avant-postes, pour vraiment donner l'hommage qu'il méritait à feu Mamadou Lamine. Aujourd'hui, c'est à son tour, à lui, Mansour Kama, que tout le Sénégal et tout le monde de l'entreprise rend hommage, parce qu'il le mérite. C'est quelqu'un quand même qui a été très actif, qui a défendu la préférence nationale, comme l'a dit le président Racine. Je crois que c'est une perte énorme. Et c'est des acteurs de l'entreprise qui partent comme ça, pourvu que la série noire s'arrête. La relance est-elle assurée ? Écoutez, je crois qu'il y a quand même dans le patronat un certain nombre de personnes qui commencent vraiment à s'illustrer. Je crois qu'ils pourront, prendre le témoin et continuer à la lutte. Étant entendu maintenant que toute la lutte ne porte qu'un seul nom, c'est le patriotisme économique. Il va falloir qu'on aille résolument vers ça. Vous avez entendu toutes les icônes de l'entreprise locale appeler le gouvernement et l'État dans cette direction-là. Il va falloir qu'on en revienne à cette préférence nationale, parce que c'est ce qui nous permettra vraiment de nous en sortir. Voilà. Et puis la démolition des annexes du marché Sandaga, une opération qui a démarré hier et qui va se poursuivre ce lundi. Les commerçants qui cherchaient à avoir un délai supplémentaire ont finalement abdiqué, mais ils restent inquiets par rapport à leur avenir et invitent donc à l'État à respecter ses engagements. Voici la réaction du coordonnateur du mouvement And Taxawu Sandaga. Les engagements de l'État, c'était de signer un engagement écrit qui consistait à dire que les commerçants allaient revenir sur les lieux une fois le marché réhabilité, donc dans 2 ans. Donc nous attendons ces engagements écrits parce que l'autorité peut changer à tout moment. Le deuxième point, c'est la maquette. Dans cette maquette, il y avait le couronne. Cette couronne-là, qui avait les cantines. Et c'est 99 cantines parce que si on enlève cette couronne qui n'est pas dans la deuxième maquette, on serait obligé d'aller en hauteur dans le centre commercial. Alors, ces commerçants d'Eguerpi ont confiance qu'après la reconstruction du marché Sandaga, ils vont revenir. Ce que les autorités ne leur ont pas dit clairement, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche dans les négociations ? En tout cas, ce qu'il faudra au terme de la reconstruction du marché Sandaga, c'est véritablement de s'éloigner de tout népotisme, de tout clientélisme politique, de toute préférence clientéliste. Il est impératif que chaque Sénégalais qui travaillait au marché Sandaga et qui avait une cantine depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, puisse retrouver justement son commerce dans les conditions les meilleures. Le ministre Abdou Karim Fofana a pris la résolution ferme d'aller dans le sens justement d'un combat justement que l'État du Sénégal a toujours mené contre les commerçants de Sandaga. Ça ne date pas de l'ère du président Macky Sall. Sous le magistère du président Abdoulaye Wade, le débat était était tourné autour de la démolition et de la reconstruction justement de ce vieux bâtiment qui date des années 30. Je crois bien que c'est une bonne chose si nous pouvons avoir justement un autre bâtiment de la même architecture qui répond aux normes, avec des cantines qui répondent aux normes, avoir des parkings, des espaces verts au niveau du centre-ville, c'est une bonne chose, mais pourvu encore une fois qu'au terme justement de la reconstruction du marché, que l'on assiste à véritablement des situations où l'on sentira la main du politicien, où l'on sentira des décisions politiciennes. Les commerçants ont mis des millions pour justement pouvoir s'acheter des cantines. Donc, qu'on leur retourne leur cantine au bout, justement, des 24 mois, en tout cas, qui concerneront la reconstruction du marché Sandaga. Et puis, nous terminons par ce phénomène qui commence à être fréquent à Dakar et dans quelques localités. Il s'agit de personnes qui s'écroulent en pleine rue ou dans les transports en commun pour ne plus revenir à la vie. Ce matin encore, à quelques encablures du poste de santé de Grand Médine, c'est un homme de 60 ans qui a perdu la vie dans les mêmes circonstances, une mort suspecte, n'est-ce pas, Malo des termes? C'est bien dommage. Bon, malheureusement,
dans ce pays-là, que ce soit avec la Covid, quand des personnes tombent comme ça, c'est difficilement qu'on s'en approche et qu'elles méritent les premiers soins. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, désespérés, parce que personne ne peut s'approcher, ne veut s'approcher, et ça pose problème. Donc, est-ce que ça ne donne pas à réfléchir? Le phénomène commence à être fréquent. Est-ce que ce n'est pas lié quelque part au fait qu'on ne dépiste plus les cas contacts, mais également avec cette hospitalisation à domicile, cette prise en charge à domicile? Non, c'est tout à la fois, parce que non seulement ceux qui ont des comorbidités rechignent à aller à l'hôpital, parce que de peur donc, de contacter donc, le virus. La maladie? Donc ça c'est un. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des tares avec cette période-là où les gens sont restés chez eux parce que simplement l'hôpital n'avait pas ouvert tellement donc ses portes. Vous voyez ce que ça a constitué comme préoccupation. Les gens, on connaît à se faire compliquer leur maladie. C'est pourquoi souvent vous entendez le directeur de la prévention inviter les autres à venir faire leur consultation normale parce que les maladies dont ils souffrent donc, peuvent être guéries. Et là où les structures donc, disposent de spécialistes, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas pris en charge. Mais la question fondamentale, c'est aussi cela, c'est peut-être lié donc, à la Covid, ça peut être lié aussi à autre chose. Mais tout compte fait, quand on ne se sent pas bien, on doit aller donc consulter. Parce que généralement, c'est des maladies chroniques. Parce que qui entraîne donc ces genres de mort subite et il faut aller consulter régulièrement. Alors, est-ce que les personnes qui vont dans les structures de santé peuvent se sentir en sécurité? Est-ce que toutes les mesures de prévention sont mises en œuvre dans ces structures de santé pour un peu rassurer ces personnes qui rechignent encore à aller dans les hôpitaux par peur de contracter cette maladie? Il faut quand même le relativiser. Oui. Dans les hôpitaux, dans les grands centres, dans les centres de traitement, des dispositions quand même qui sont assez pertinentes ont été prises. Mais aujourd'hui, dans les centres de santé, les postes de santé, où voyez-vous, il y a un certain relâchement, les thermoflash n'existent plus. Bon, là aussi, les gens sont plus ou moins protégés. Chacun vient comme ça. Donc, c'est des risques énormes, même pour le personnel. À forte raison pour ceux qui fréquentent la structure. Donc, c'est tout le monde aujourd'hui qui est en danger. Et la raison fondamentale, donc, guiderait à ce que chacun change de comportement, que chacun puisse se dire que moi, je suis un porteur sain ou bien je suis un malade potentiel et je ne dois pas contaminer un autre. Mais peut-on se fier à 100% au thermoflash? Parce qu'une personne peut être asymptomatique, ne pas avoir de la fièvre et que le thermoflash ne puisse pas détecter qu'il a le coronavirus, alors qu'on voit dans beaucoup de grandes surfaces les thermoflash à l'entrée. Mais c'est un indicateur au moins. Donc ce n'est pas sûr à 100%, mais au moins quand quelqu'un a une fièvre, au moins on peut l'écarter pour le moment. Évidemment, on peut avoir sa fièvre le lendemain, avoir donc une baisse de température et passer sous l'écran sans se faire dépister. Mais nous pensons aussi que ceux qui présentent une fièvre, donc constituent des cas sur lesquels on peut, en tout cas plus ou moins, épiloguer. Sénégalais, de ne pas aller souvent se consulter quand il est temps. On a tendance à dire que nous, on n'amène pas la maladie à l'hôpital quand on peut encore tenir, être lucide pour y aller, pour une consultation. Mais c'est la maladie qui nous amène à l'hôpital quand on a fini par être gagné par elle. Ça, c'est très sénégalais. Et je crois que c'est ce qui peut expliquer certains cas, comme celui que nous déplorons aujourd'hui. Oui. L'autre phénomène aussi, et on a vu quand même depuis l'apparition de la Covid-19, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies que les gens traînent à domicile, ayant peur maintenant d'aller vers les hôpitaux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le ministère de l'Action sociale et de la Santé, dans ses communiqués, rappelle aux Sénégalais la nécessité d'aller régulièrement à l'hôpital pour d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec la Covid-19. Voilà. Tout comme la vaccination aussi. Tout à fait. Voilà, nous sommes au terme de ce magazine L'Essentiel. Lalo Diatia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, Grand Momar et Abdoulaye Mbow, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci Evelyne. Voilà, nous en sommes au terme.